Bonjour Laurence Decoq. Bonjour. Merci Laurence d'avoir accepté notre invitation. C'est toi qui inaugure la 5e saison de la Midinale et j'en suis ravi Laurence. Tu es enseignante et tu viens de publier un nouveau livre sur l'école. Ça s'appelle École publique et émancipation sociale. C'est publié aux éditions Agone Contrefeu. Un livre très accessible, il se lit facilement. Tu reviens sur l'école à l'heure de la crise sanitaire. Tu fais le point sur toutes les réformes, notamment le quinquennat d'Emmanuel Macron, une des plus grandes atteintes faites à l'école en si peu de temps, tu expliques. Tu reviens aussi sur les origines de l'école, tu nous parles de Charlemagne, de Jules Ferry, pas de Luc, de la Révolution évidemment, de ce moment particulier aussi où on a politisé l'école. Tu fais des propositions évidemment aussi dans ton livre pour sortir de ce que tu appelles la contre-démocratisation scolaire qui est en cours. Tu piques un peu la gauche aussi sur ces impensés, voire ces trahisons sur l'école. On va y revenir, mais d'abord, un mot sur le titre. Tu utilises ce mot d'émancipation sociale. Tu l'écris dans ton livre. Ce mot a été récupéré beaucoup par la pensée individualiste en faisant croire qu'on était tous en capacité, qu'on avait tous des capacités, voire les mêmes capacités, et qu'on serait responsable individuellement de nos échecs ou de nos succès. C'est sa vocation première à l'école, l'émancipation. C'est quoi ce que tu appelles l'émancipation sociale à l'école? Oui, ce qui me semblait surtout important, c'était de retrouver un des mots qui a été capturé, confisqué par la droite et notamment confisqué par le néolibéralisme. L'émancipation, c'est un mot de la gauche. Je veux dire, on peut leur en laisser quelques-uns, mais il y en a sur lesquels il faut se crisper un petit peu. Et on comprend bien pourquoi la droite libérale a pu le récupérer aussi facilement. C'est-à-dire que l'émancipation, si on ne la couple pas avec la dimension sociale, d'où le titre pour répondre à ta question, peut effectivement devenir simplement une description de la libre entreprise de soi. Donc je m'épanouis moi-même, je deviens le pionnier de ma propre existence et en concurrence avec d'autres, j'essaie de tirer d'être au-dessus des autres et de m'en sortir le mieux possible. Il y a des gens pour lesquels le rôle de l'école, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on parle de réussite scolaire, on voit bien que derrière, il y a cette idée que l'école, elle est faite pour réussir. Comme si la réussite était quelque chose qui, comment dire, n'était pas socialement construit. La réussite dans la droite libérale, c'est faire de l'argent, c'est avoir un métier qui rapporte, etc., etc. Moi, j'ai voulu rappeler quand même que le terme d'émancipation sociale, au départ, n'est pas lié ni à la question de réussite, ni à la question de la libre entreprise de soi. Elle est liée à la question de la désaliénation et à la question de la suppression des rapports de domination. L'émancipation sociale, d'abord, c'est pas quelque chose qui n'est qu'individuel, ça ne peut être que collectif, et c'est un projet de transformation sociale qui vise à en finir justement avec ces normes de réussite sociale qui sont socialement construites. Alors, est-ce que c'est la vocation initiale de l'école? On va toujours préciser de l'école publique, parce que c'est important aussi dans le titre d'insister sur cette dimension publique, j'espère qu'on en reparlera. À mon sens, oui. À mon sens, oui, il y a dans l'école publique une vocation qui est à la fois la protection des plus humbles, d'où le caractère public, parce que ça ne peut passer que par une dimension publique, on peut l'appeler État, ou on peut inventer une autre collectivité publique, ça ne me dérange pas, mais ça ne peut passer que par le collectif, que par la redistribution. Donc c'est sa vocation première. Et la seconde vocation, à partir du moment où c'est une institution qui abrite des futures générations, eh bien c'est de tendre vers une société meilleure. Et la société meilleure, elle passe, à mon sens en tout cas, par la disparition des injustices. Et la disparition des injustices, elle passe par l'émancipation sociale. C'est ce que tu expliques très bien dans une grande partie historique d'ailleurs, sur ce moment où tu reviens sur l'origine de l'école et notamment telle que pensée par Jules Ferry. À ce moment-là, l'école avait vocation à lutter contre les inégalités. Aujourd'hui, on voudrait que ces questions, justement, celles des inégalités, de ce qui se joue et de ce qui se passe dans la société, ne rentrent plus à l'école, comme si l'école n'avait vocation finalement à n'être que le lieu de l'apprentissage, de la lecture, de savoir écrire, lire, compter. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où on pense l'école comme étant un lieu d'émancipation à ce moment où l'école ne devient le lieu, un lieu presque fermé, où on aura envie de faire ce lieu fermé, où les problèmes de la société ne rentrent plus dans l'école pour ne faire que de l'apprentissage tel que M. Blanquer essaie de le faire, comme il l'a dit à la rentrée, à savoir lire, écrire, compter comme un objectif presque unique de l'école. Alors d'abord, il y a une faute originelle de l'école de Jules Ferry.
Ce livre ne réhabilite pas l'école de Jules Ferry, mais il essaie de complexifier un petit peu le sujet et d'en finir avec des critiques caricaturales de l'école de Jules Ferry qui n'y voient que l'antre de la disciplinarisation des corps, l'école caserne, l'école coloniale, ce qui est une réalité. Bon. La faute originelle, elle est d'avoir, dès le départ, fabriqué un fossé extrêmement important entre un discours et une pratique d'un côté, qui était celle d'accueil des enfants les plus démunis, et ça c'est indéniable. L'école de Jules Ferry, c'est pas simplement Jules Ferry, ce qui est d'ailleurs sans doute le moins intéressant dans ce processus, c'est Ferdinand Buisson, c'est Octave Gréard, c'est Pauline Kergomar pour les maternelles, c'est tous ces gens-là qui sont profondément républicains et qui ont chevillé au corps la justice sociale. Et ça, il faut le dire aussi, il faut le rappeler. Mais le péché originel et le fossé dont je parle, c'est cette absence de courage politique qui a fait qu'on a laissé subsister la possibilité de filières parallèles pour la bourgeoisie. Et notamment, les enfants de la bourgeoisie ont continué à mettre leurs enfants dans des écoles payantes, publiques, je ne parle pas des écoles privées, je ne parle pas des écoles confessionnelles dans ce livre-là, à mettre donc leurs enfants dans des écoles payantes publiques, on appelait ça les lycées, et ça allait du CP, du cours préparatoire jusqu'au bac. Et il n'y a pas eu ce courage politique, et pourtant un courage politique de gauche, de dire la bourgeoisie doit se plier aux mêmes règles que les enfants des catégories populaires. Et ce qui s'est passé, pour le dire de façon un petit peu rapide, c'est qu'on a laissé faire la bourgeoisie tranquillement, et on a en revanche traqué les enfants des catégories populaires qui, eux, n'allaient pas à l'école, on les a traqués pour leur absentéisme, etc. Donc, d'emblée, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même d'emblée une mise sous surveillance de la pauvreté et une absence de mise sous surveillance de la bourgeoisie. Or, il ne peut pas y avoir de service public si c'est l'ensemble des enfants, de manière socialement indifférenciée, qui sont sous cette protection de l'institution publique. Alors, est-ce que cette question, pour te répondre, a disparu aujourd'hui à la fois du discours sur l'école et des pratiques sur l'école? Pas tellement. En réalité, un Jean-Michel Blanquer et n'importe quels autres qui l'ont précédé vont toujours commencer leur mandat en disant il faut lutter contre les inégalités scolaires. C'est vraiment quelque chose qui est devenu un allant de soi. C'était Mélenchon qui disait ça dans son discours. Il disait hier, est-ce que vous connaissez un homme politique qui va vous dire je suis contre la sécurité, je suis pour l'insécurité. Bon, c'est pareil pour l'école. Vous n'allez pas rencontrer un homme politique ou une femme politique qui vous dira je suis pour les inégalités scolaires, c'est normal, etc. En revanche, ce que l'on constate, c'est que ce discours sur la résolution des inégalités scolaires, lorsqu'il est porté par la droite, gomme complètement le caractère social des inégalités scolaires. Alors ils le disent, oui, c'est les enfants des catégories populaires qui ont plus de difficultés, etc. Mais à aucun moment, par exemple, il n'est question de quelque chose qui est absolument essentiel, c'est-à-dire la redistribution des richesses. On ne lutte pas contre des inégalités sociales si on ne redistribue pas des richesses. Or, eux, c'est une question qu'ils évacuent en disant on a la solution. On a des enquêtes scientifiques sur la pédagogie explicite, sur les neurosciences, etc., sur les sciences cognitives, qui nous montrent comment un enfant pauvre peut apprendre à lire aussi bien qu'un enfant riche. C'est génial! Waouh! On a la recette magique, en fait, pour ne pas penser la question de la redistribution des richesses. Donc, ces inégalités scolaires, elles restent dans les discours, mais dans les pratiques, elles sont évacuées au profit de croyances. Je parle de neurobéatitude dans mon livre, au profit de croyances neurobéates ou de sciences cognitives complètement dévoyées aussi, d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué que ça, les sciences cognitives. Et c'est coup double, parce que, évidemment, auprès de l'opinion publique, on porte l'idée qu'on a enfin découvert les secrets de l'efficacité pédagogique. C'est génial, il a fallu attendre 2021 pour 2017 pour qu'on les découvre, et donc ça passe.
Et puis auprès des enseignants, ça permet de dire arrêtez de faire n'importe quoi, voilà un kit pédagogique, c'est comme ça que vous allez supprimer les inégalités scolaires, on n'a pas besoin de reconstruire les écoles, on n'a pas besoin de penser tout ça dans le cadre d'une politique de la ville, on n'a pas besoin de penser la ségrégation, de penser la mixité sociale, non, on a un kit pédagogique qui va tout résoudre. Il y a un passage intéressant aussi où tu parles de presque d'un tournant qui s'est opéré sous Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, avec ce que tu appelles la thèse, enfin c'est pas toi qui l'appelles comme ça, mais tu la reprends, la thèse un peu de la massification chère à Jean-Claude Milner. Tu résumes ainsi ce qui s'est joué à ce moment-là, et là je te cite parce que ce passage est assez extraordinaire. Tu résumes la thèse finalement et tu dis la massification ayant fait entrer dans le secondaire une nouvelle population, en particulier des enfants immigrés, les pieux réformateurs ont préféré, par misérabilisme et avec la complicité inexcusable des sciences et de la sociologie de l'éducation, démissionner sur les exigences intellectuelles au prétexte du primat pédagogiste, sacrifiant les idéaux des Lumières et de l'école républicaine dont la tradition est celle de l'émancipation par un savoir qui n'est jamais réduit à son utilité pratique. Est-ce que ça veut dire, Laurence, que finalement, l'école post-68 art dont on a accusé les effets, c'est un fantasme qu'elle n'a jamais existé? Alors, il y a plein de choses dans ta question. D'abord, ce chapitre-là, que j'ai appelé, je crois, La gauche contre l'école publique, oui. C'est un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui est encore un des chapitres avec lequel je vais me faire beaucoup d'amis, mais il y a un moment où il faut qu'on se dise les choses. Il y a une responsabilité importante de deux types de gauche dans le sabotage de l'école publique. La première gauche, c'est la gauche effectivement chevènementiste, souverainiste, celle qui arrive au début des années 80. Qui fait le redressement civique de... Voilà. C'est une gauche, pour en revenir à la question précédente, qui elle aussi à sa manière va gommer la problématique des déterminismes sociaux en essayant de les fondre dans un grand tout souverainiste, républicain, laïcard, qui est censé en fait dépasser la question des inégalités sociales. Et c'est donc une école qui, à travers ses politiques, à travers ses contenus d'enseignement, va, une école, je veux dire, des politiques éducatives, celles qui vont être portées par Chevènement, va décréter que tout ce qui permet finalement une réconciliation nationale, et l'école va jouer ce rôle là-dedans, la réconciliation nationale est beaucoup plus importante que le fait de lutter contre les inégalités sociales. Et on est au début des années 80, à un moment où la question de l'immigration coloniale et postcoloniale commence à se poser politiquement avec beaucoup d'acuité. C'est le retour aussi de gros débats publics sur la question du racisme, sur la question des héritages de la colonisation, et c'est des enfants dans des classes qui réclament d'une certaine manière une forme de reconnaissance de leur appartenance à ce pays dans lequel leurs parents, pour la plupart, sont arrivés. Et comment est-ce qu'on répond à ces questions-là ? Non pas d'une façon justement sociale en disant ces enfants-là sont aussi des enfants qui sont issus des catégories populaires, il faut les penser comme des enfants issus des catégories populaires en plus d'être des enfants immigrés. On y répond simplement en désignant leur caractère culturel, en disant ce sont des enfants étrangers, ils sont différents, subsumons ces différences, dépassons ces différences par l'idéal universel, l'idéal laïque, etc. Et ne pensons plus ces différences de façon sociale. Et c'est, alors c'est un peu compliqué de l'expliquer, mais c'est très important parce que finalement ça va servir une partie de la gauche. Alors tu as parlé de Chevènement, il y a Milner, il y a, je parle de Jean-Claude Michéa aussi, qui est un petit peu une des figures emblématiques de la gauche libertaire. Ces gens en fait vont... assigner à l'école une mission qui est celle de diffuser des savoirs classiques hors sol, parce que finalement l'émancipation par le savoir va se faire de façon tout à fait naturellement. Et ils vont gommer la dimension sociale, c'est-à-dire la dimension de qu'ont montré toutes les sciences de l'éducation ou les sociologies de l'éducation depuis plus de 20 ans, à savoir qu'un enfant issu des catégories populaires n'apprend pas de la même façon qu'un enfant qui a déjà les codes scolaires depuis qu'il est né quasiment. Voilà. Et pourquoi est-ce que cette gauche fait mal à l'école ? Parce qu'en réalité, sous prétexte de lutter contre les inégalités, elle dit « il n'y a pas d'inégalité », parce que la République accueille tous ses enfants, il n'y a pas d'inégalité, et s'il n'y a pas d'inégalité,
offrons-leur tout de suite ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire une culture classique qui est censée élever par magie le niveau de savoir de l'ensemble des enfants. On aimerait bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et puis là, je suis un petit peu longue, mais il y a une autre gauche qui a aussi sa part de responsabilité, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Maintenant, je pense, parce qu'effectivement, il y a la gauche des penseurs, de ceux qui ont pensé l'école, mais il y a aussi la gauche des parents d'élèves, finalement, qui ont choisi, pour certains d'entre eux, et tu les mets un peu dans un bloc bourgeois de ces gens qui participent de la gentrification de certaines villes, et qui, par méconnaissance, sans doute, de l'institution publique et l'école publique, mettent leurs enfants dans les écoles privées, alors des écoles privées parfois religieuses, mais des écoles privées aussi beaucoup en ce moment, dans des écoles dites avec de nouvelles pédagogies alternatives, qui font beaucoup de business en ce moment, en tout cas qui émergent de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y a vraiment ces stratégies d'évitement qui existent à gauche, et qui stratégie d'évitement de l'institution publique, c'est conscientisé à gauche vraiment. Alors, je commence cette partie avec un podcast qui est hyper intéressant d'une maman qui raconte ses affres, ses affres de famille cultivée, intellectuelle, qui connaît très bien justement toutes ces problématiques-là, c'est ça qui est intéressant, qui habite dans un quartier populaire et qui, au départ, se dit je mets mes enfants dans l'école publique du quartier, et puis qui finalement commence à se poser un certain nombre de questions, lit des études, voit bien que c'est les seuls blancs quasiment de la classe, et puis finit par, mais avec une énorme culpabilité, les changer d'école et quitter cette école qui était au fond encore un petit peu un dernier résidu de possibilité de mixité sociale. Elle raconte très très bien ses affres, et c'est intéressant, et je ne dis pas du tout ça en me moquant. C'est intéressant, et c'est ça qu'il faut absolument interroger. C'est-à-dire que beaucoup de familles bourgeoises cultivées, qui est un peu nos catégories sociales à nous, constatent, et ont raison d'ailleurs de constater, qu'il y a des dysfonctionnements majeurs aujourd'hui dans le fonctionnement de l'école publique. Parce que ce livre, il ne dit pas « tout va bien, laissons tout en place, ne changeons rien, c'est génial, etc. » Il y a des dysfonctionnements majeurs. Et leur réponse, qui pourrait être de faire en sorte de militer pour que cessent ces dysfonctionnements, c'est ça que je dis. Leur réponse est de dire, il y a des dysfonctionnements majeurs, donc sauvons ma progéniture d'abord et avant tout, et ensuite on verra ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a, il faut le dire aussi, une généralisation d'un idéal de quête du bonheur, justement d'un idéal très néolibéral, y compris dans la bourgeoisie intellectuelle cultivée qui continue à se croire de gauche, et qui fabrique de désir de ce que j'appelle dans le livre le néolibéralisme désirable, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, si je mets mes enfants dès tout petits dans des lieux où ils apprendront à connaître les arbres, dans les lieux où ils apprendront à cultiver des carottes, dans des lieux où on accompagnera leur rythme de développement, où il n'y aura pas toute cette espèce de sauvagerie, de violence, de l'urbanisme dévorant, etc., eh bien, non seulement mes enfants iront bien, mais, pense-t-il, je contribue à fabriquer une nouvelle société. Voilà. Et là, ça ne va pas. Alors, ça ne va pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je le dis aussi dans le livre, ces parents-là souvent mettent leurs enfants à l'âge de 3 ans dans ce type d'école. Or, je suis désolée, je disais tout à l'heure que l'école publique dysfonctionne en France, mais pas l'école maternelle. L'école maternelle, c'est un endroit où, au contraire, je crois que si vraiment il y a de la mixité sociale, si vraiment il y a des logiques d'inventivité pédagogique, de créativité pédagogique, de souci d'accompagnement des enfants, y compris des enfants les plus démunis, et d'expérimentation, de coexistence pacifique entre différentes catégories d'enfants, c'est la maternelle. Donc, il n'y a pas d'excuse. Mettre ses enfants dès l'âge de 3 ans dans une école alternative hors contrat, il n'y a pas d'excuse autre que chercher le confort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un problème politique dont il faut qu'on débatte à gauche, la deuxième chose, c'est que fuir l'État
pour créer de l'alternative en disant « je contribue à fabriquer un autre projet de société », c'est une décision politique lourde, et d'autant plus lourde qu'elle va complètement dans le sens, si on ne fait pas attention, des néolibéraux qui détruisent l'ensemble des services publics. Voilà. Donc ça ne peut pas se faire comme ça, parce que biodynamie, parce que gna gna, parce que je vais rompre avec la civilisation, parce que finalement c'est ça l'avenir de l'humanité. La question qui se pose, c'est ton projet de société. Toi, tu peux le faire parce que soit tu es un héritier, soit tu es un rentier, soit tout simplement tu gagnes suffisamment d'argent, etc. Mais en quoi ta proposition peut aider l'ensemble des enfants qui en ont le plus besoin? Voilà. Et l'une des pistes pour moi de l'école publique, de refondation de l'école publique, c'est quand même la prise de conscience que nous sommes toutes et tous, hein, vous et moi autant que d'autres, responsables des enfants qui ont le plus besoin de nous. Tu plaides justement dans le livre pour un service public de la maternelle à l'université, sans pour autant d'ailleurs en finir avec les écoles privées. Mais peut-être plus important, tu décris comment la logique libérale a fait son entrée dans l'école avec son système de notation, de concurrence, de compétition, enfin de concurrence surtout entre les élèves, mais aussi les établissements scolaires. Comment on en sort ça de cette logique libérale finalement? On arrête les notes, c'est un débat qu'il faut avoir, on arrête... de faire en sorte, comme là on l'a annoncé, visiblement les établissements scolaires pourront recruter eux-mêmes leurs enseignants. On arrête tout ça, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Alors d'abord, quand tu dis que je ne suis pas contre les écoles privées, je dirais les choses autrement. Je plaide vraiment ouvertement dans ce livre pour que cesse le financement public des écoles privées. Après, si les gens veulent ouvrir leurs écoles privées, c'est leur problème. Mais que l'argent public, aujourd'hui, dans une telle situation de crise, continue à aller de façon aussi massive vers les écoles privées, me semble un scandale politique. Je crois qu'il faut, là aussi, il y a un moment où il faut dire les choses de façon radicale et arrêter de tortiller un petit peu des fesses en disant oui, on va vous donner un petit peu, vous inquiétez pas. Non, c'est un scandale politique. L'argent public n'a pas à financer les écoles privées, pas en ce moment en tout cas, où on a besoin de financement d'une école publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette espèce de vampirisation par les mots des services publics en général et donc de l'école en particulier, puisque c'est ça que je connais le mieux, ces mots du néolibéralisme, la façon dont ils nous atteignent, la façon dont ils nous dévorent, la façon dont ils tuent aussi, hein, parce que je rappelle dans ce livre que Christine Renon, qui est donc cette directrice d'école qui s'est suicidée il y a 2 ans à Pantin, elle signe sa lettre de suicide dans son établissement, une directrice épuisée. Elle est épuisée. Elle est épuisée par toutes ces demandes incessantes de rentabilité. Et ce vocabulaire qui est soit un vocabulaire, alors franchement assumé comme le vocabulaire marketing du type pilotage, gouvernance, etc. Ou alors ce vocabulaire camouflé du type bienveillance, agilité, ces espèces de trucs qui tout de suite devraient nous mettre la puce à l'oreille, hein, à partir du moment où il est question d'agilité, de bienveillance, etc. C'est qu'il va y avoir de la souffrance au travail. C'est qu'on est en train de nous vendre un truc qui va être insupportable, mais qu'on l'enrobe avec des mots qui sont des mots doux. Hein. C'est des mots doux pour enrober véritablement de la cruauté managériale. Donc, en finir déjà avec cette langue. Retrouver une langue de l'école. C'est pour ça qu'on commençait cet entretien en parlant d'émancipation sociale et à quel point, oui, je marque bout sur cette défense de ce terme, retrouver la langue, une langue politique de la transformation sociale. Ça, c'est une première chose, la langue, parce que la langue, elle a des effets. Hein, je veux dire, il y a une dimension performative du langage, donc il faut absolument qu'on se batte là-dessus, d'autant que, petite parenthèse, du point de vue justement de la manipulation de la langue et de ce qu'on va appeler la com, le gouvernement est extrêmement fort. Je veux dire, ils ont une puissance d'action par la com qui est extrêmement efficace. On va y revenir, oui. Voilà. Et au sein même de l'école, alors plein d'autres l'ont pensé avant moi. D'abord, dans le passé,
des pédagogues ont pensé ça. Je cite beaucoup dans le livre parce que c'est un pédagogue sur lequel je suis en train de travailler en profondeur. Je cite beaucoup Célestin Freinet dans le livre. Ce n'est pas le seul. On peut penser aussi à Ferrer, on peut penser à Paolo Freire qui vient aussi d'être réédité là chez Agone avec la pédagogie des opprimés. Tout un tas de pédagogues et plus récemment des gens comme le GRDS, le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, des sociologues de l'éducation, des Rochex, des Bonnery, etc. Plein de gens pensent justement une école qui en finisse avec cette dimension concurrentielle à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire au fond ce système de reproduction de la société libérale à l'intérieur même des classes. En finir avec les notes, c'est une hypothèse, c'est une proposition, elle me semble absolument fondamentale. Voilà. En finir avec le culte de l'évaluation, c'est aussi une autre proposition qui me semble fondamentale. Mettre en place des dispositifs pédagogiques qui à la fois soient explicites, parce que les enfants des catégories populaires ont besoin d'avoir des codes pour comprendre ce que c'est un apprentissage scolaire. Donc mettre en place des dispositifs pédagogiques qui soient à la fois explicites, mais qui continuent malgré tout de penser l'interaction entre les enfants, qui continuent de penser aussi des expérimentations sociales, ou plutôt de pratiquer des expérimentations sociales. Tout ça doit être noué ensemble, doit être tissé ensemble. C'est aussi, j'en parle aussi un petit peu, une réflexion sur les établissements eux-mêmes, leur géographie. Je pense par exemple à la ville de Grenoble, et ce n'est pas la seule, mais qui dégenre les cours de récréation. C'est hyper important, cette façon justement de penser la fin des dominations, la fin des stéréotypes de genre. Comment est-ce qu'on peut penser une logique d'ergonomie, en quelque sorte, des établissements avec des logiques de non-domination, des logiques de suppression des dominations. Il y a plein de pistes possibles. J'en donne plein et surtout, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça. Et ce sont des gens qu'on n'entend pas. Oui, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le livre, parce qu'on peut toujours se dire qu'on chercherait à réinventer l'école, alors que finalement, c'est les principes même fondateurs de l'école qu'il faut réaffirmer, et les moyens, les engagements qui devraient être tenus, c'est ce que tu dis dans le livre. Un mot sur l'école et la crise sanitaire qu'on traverse et qu'on a surtout traversé difficilement ces derniers mois. Est-ce qu'on ne peut pas donner quand même un satisfecit à ce gouvernement qui, à les premiers confinements mis à part, a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes ? Avec cette espèce de discours peut-être aussi dont tu parlais, d'espèce de continuité pédagogique que M. Blanquer nous a défendu, et même le livre « L'école ouverte » dont il parle chez Gallimard. Alors, donner un satisfecit au gouvernement, non. 1000 fois non. Et évacuer la problématique du premier confinement, non plus. Parce que tout ça est lié. Alors, je reviens dans les 2 premiers chapitres, notamment dans le premier, sur cette histoire de confinement, à quel point ça a été un truc historiquement vraiment inédit et qu'il va falloir continuer à penser pendant longtemps. Premier gros mensonge, cette idée de continuité pédagogique, on parlait tout à l'heure des mots, on parlait de la force des mots du libéralisme et surtout de leur force mensongère. Cette formule de continuité pédagogique est l'un des premiers énormes mensonges. Et je dis dans le livre, c'est justement le moment où ce gouvernement et ce ministère avaient l'opportunité d'être francs et de dire « je ne sais pas ce qui nous arrive, nous ne savons pas ce qui nous arrive ». Alors j'ai une petite proposition justement de substitution de vocabulaire. Je dis peut-être on aurait pu parler de fils qui se cassent, de fils qui se renouent, où on fait des nœuds, où on bricole, parce qu'au fond c'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas du tout eu de continuité pédagogique. Pour plein de raisons, personne n'était prêt. Et ça, on peut en vouloir à personne. Personne n'était prêt. Donc, ce moment déjà où se met en place un discours sur « tout va bien, nous sommes les meilleurs, le monde nous envie, etc. » et la réalité du terrain où on était tous là en train de ramer comme des malades et de se demander comment on allait pouvoir bosser avec des gamins qui n'avaient pas d'ordinateur, etc., etc., ça a été un premier gros mensonge. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Les associations, les organisations syndicales, de parents, tous ces gens qui réfléchissent quand même à l'école, ils ne sont pas restés les bras croisés en disant oh, « tiens, on va attendre les décisions du gouvernement pour se demander quoi faire ». Ils ont fait remonter plein de propositions
plein de propositions. Il y a eu des collectifs qui se sont créés et plein de propositions déjà pour le premier déconfinement. Ils n'ont jamais été entendus. Qu'est-ce qui se passe pour la rentrée de septembre 2020? Ils ont fait plein de propositions. Ils n'ont pas été entendus. Et pour la rentrée 2021, devine quoi? Ils sont en train de faire plein de propositions et on continue à faire comme si de rien n'était avec le variant Delta. Alors, quel satisfecit je donne à quelqu'un qui dit « je suis très satisfait, j'ai tout fait pour garder les écoles ouvertes », mais qui en réalité n'a absolument pas ouvert sa porte à des gens qui sont des gens du terrain, qui savent très bien comment ça se passe, qui savent qu'il y a des établissements dans lesquels il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait pas de désinfectant, il n'y avait pas la possibilité, parce que les classes étaient à 35, d'avoir cette distanciation sociale comme promis. Il n'y a pas de fenêtre qui ouvre, parce que les gens ne savent pas ça, mais dans la plupart des classes, les fenêtres, elles s'ouvrent de ça. Parce que, et on comprend, c'est pour empêcher les enfants ou de tomber ou de sauter. Donc il n'y a pas de possibilité d'aérer les salles. Et ça, quand je dis ça, c'est pas dans 5, 6 établissements, c'est dans des milliers d'établissements que c'est comme ça. Il n'y a pas eu du tout d'argent mis dans les établissements scolaires pour surmonter cette crise sanitaire. Alors, quel satisfecit? Non, c'est un blâme qu'il faut donner à ce gouvernement. Tu dis que Jean-Michel Blanquer a un projet de contre-démocratisation scolaire. Ça veut dire quoi? Il veut une école de l'élite? D'abord, parlons de la démocratisation scolaire. La démocratisation scolaire, c'est le fait de permettre, en tout cas c'est ma définition, de permettre à l'ensemble des enfants d'aborder une trajectoire scolaire qui soit choisie, qui corresponde justement à leurs désirs, qui correspondent à une finalité qui soit pour le coup une finalité à la fois d'émancipation individuelle et d'émancipation sociale. C'est ça la démocratisation scolaire. La contre-démocratisation scolaire, c'est penser une école qui assigne à certains enfants, en fonction de leur profil et notamment de leur profil social, une trajectoire et une place. C'est ça la contre-démocratisation scolaire. Alors un exemple tout simple, Parcoursup. On a des enfants, c'est plus des enfants, on a des bacheliers, des jeunes gens qui n'ont pas obtenu la filière dont parfois ils rêvent depuis 10 ans. Purée, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de maltraitance, ça? C'est un scandale. Et remontons en amont, et là c'est pas simplement la responsabilité de ce dernier gouvernement, c'est quelque chose qui court depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'à la fin de la 3e, sous prétexte qu'un élève va s'appeler Mohamed ou qu'une élève va s'appeler Fatima, pourquoi est-ce qu'à Mohamed on va lui proposer un bac pro électrotechnique et à Fatima on va lui proposer un bac pro sanitaire et social, alors que Kevin, qui a la même moyenne que Mohamed et Fatima, je caricature à peine, alors lui il a vraiment rien foutu de l'année, il a eu des difficultés, on va quand même lui donner une chance d'aller en filière générale parce qu'on ne sait jamais, il va peut-être s'en sortir. Concrètement, il se passe des choses comme ça. C'est ça le tri social. Et c'est des phénomènes qui sont à la fois conscients mais inconscients aussi, sur lesquels nous, d'ailleurs, enseignants, nous avons une responsabilité importante, forte. C'est pas simplement c'est pas simplement ceux qui nous gouvernent, c'est aussi nous qui travaillons avec ces enfants-là. Voilà. Donc la contre-démocratisation, eh bien, ce sont des politiques éducatives qui assument le fait d'assigner une place prédéterminée aux enfants en fonction souvent de leurs origines sociales, de leurs origines culturelles ou de ce qu'on suppose être leur capacité intellectuelle. Tu dis dans le livre qu'il est peut-être un peu trop tôt encore pour juger les effets de la crise sanitaire sur la scolarisation et sur les inégalités. Tu parles de décrochement et de décrochage scolaire dans le livre, principalement chez les enfants des milieux populaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, peut-être, pour tenter de rattraper ce retard accumulé qui va accroître plus encore les inégalités? D'abord, mettre des moyens. Beaucoup de moyens dans l'école. Il faut arrêter de dire que ce discours sur les moyens, c'est un discours tabou. Il faut absolument mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour alléger les effectifs des classes, pas simplement les CP pour avoir une belle vitrine en disant on a dédoublé les CP, puis après c'est à nouveau la merde dans les classes qui suivent. C'est mettre des moyens. Mettre des moyens surtout pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.
C'est-à-dire, et je le répète, les enfants qui sont pour la plupart issus des quartiers populaires. Mettre des moyens dans la formation des enseignants. Et la formation des enseignants, ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est une formation qui doit articuler à la fois une maîtrise scientifique importante, des savoirs que l'on va devoir enseigner, mais aussi une maîtrise pédagogique. C'est-à-dire, au fond, la connaissance à la fois des grands pédagogues, de l'histoire de la pédagogie, de l'histoire de l'école, de la sociologie de l'éducation, de la philosophie de l'éducation, des choses qui ont pu fabriquer des outils qui rendent possible justement l'expérimentation dans les classes, des expérimentations qui soient des expérimentations compensatrices ou des expérimentations de remédiation de ces décrochages ou de ces décrochements dont je parle. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, faire en sorte, et ça c'est sans doute la gageure la plus difficile, faire en sorte de redonner ces lettres de noblesse à l'idéal de l'école publique. Et ça repose, je le répète encore, sur celles et ceux qui en ont le moins besoin, sur celles et ceux qui s'en sortiraient malgré tout, même avec une trajectoire scolaire calamiteuse ou cabossée. Voilà. C'est-à-dire au fond retravailler sur ce sens de l'intérêt général. Et là où la crise sanitaire a peut-être quelque chose à nous apprendre. Je ne dis pas que c'est une opportunité parce que ça, on le voit fleurir aussi ce discours-là dans le gouvernement. C'est une opportunité, la crise sanitaire, pour refonder, blablabla. Non, ce n'est pas une opportunité, c'est une tragédie, c'est une catastrophe. Voilà. Mais là où elle a peut-être quelque chose à nous apprendre, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'école, parce qu'au fond, on parle bien de deux services publics qui ne sont pas totalement comparables, mais ils ont quand même des choses qui sont intéressantes à regarder dans leur fonctionnement et qui sont intéressantes à comparer. C'est justement ce sens de l'intérêt général, ce sens public, ce fait de dire si je suis malade, le système de santé qui existe fait que ce sont les non-malades qui sont responsables de moi. Et à mon tour, le jour où je ne serai plus malade, je serai moi responsable de ceux qui le sont. C'est le système de la sécurité sociale. Voilà. Eh bien, on voit bien comment le Covid est venu percuter ça, comment il est venu percuter cette question-là, comment il nous a mis face à nos responsabilités aussi par rapport à ça. On voit bien aussi comment la question du vaccin nous met face à nos responsabilités par rapport à ça. Il faut que ce soit la même chose à l'école. Il faut à tout prix que, et là évidemment je m'adresse à la gauche particulièrement, on ne peut pas demander ça à la droite, c'est pas son problème, ça ne l'a jamais intéressé la droite. La droite, elle est dans une logique méritocratique, libérale, tu t'en sors parce que tu t'es mieux débrouillé que les autres, et ceux qui ne s'en sortent pas, ils sont responsables de leur échec, c'est comme ça. Bon. Donc on n'a rien à demander à la droite, mais en revanche, on va demander à la gauche de ne pas épouser ce type de discours, et on va demander à la gauche de retrouver ce sens public. Et y compris pour l'école, y compris et surtout pour l'école. Voilà. Justement, c'est ma dernière question, Laurence. On va rentrer dans une année très politique avec l'élection présidentielle. Déjà, cette rentrée, on voit bien quand même, même si tu l'expliques très bien dans le livre, les profs font l'objet de beaucoup d'intimidation et qui peuvent parfois peut-être freiner aussi des mobilisations d'enseignants qui seraient quand même, qui seraient fondés à être très en colère pour cette rentrée. Mais sur les thèmes de campagne de l'élection présidentielle, on voit aujourd'hui quand même la droite est quand même très présente, l'extrême droite surtout peut-être est très présente dans le débat public. On parle de sécurité, on parle d'immigration, on parle de dette, on parle de finances publiques, l'école, dans tout ça. Ouais, je suis assez inquiète. Je suis assez inquiète de la non-place de l'école dans la campagne électorale à venir et notamment à l'intérieur de la gauche. Si c'est le moment de lancer un appel, je le fais. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps le programme, comment s'appelle-t-il là, le programme commun issu de l'Université des mouvements sociaux, là, un appel. Ne plus jamais ça ? Ouais. Il n'est pas question de l'éducation. Alors c'est en filigrane, mais il n'y a pas d'axe propre à l'éducation. Je veux dire, là on a un symptôme. Voilà, on a encore un symptôme de la gauche qui a un problème avec la question de l'école. Peut-être que c'est le moment aussi de s'interroger là-dessus. Et moi j'ai une piste d'explication qui est que la question de l'école est, à mon avis, niaisée dans les débats publics.
C'est-à-dire que sous prétexte que ce sont des enfants, c'est les petits-enfants. Hein, et donc, ce n'est pas une question politique. Donc, tout le monde dit « Ah là là, il ne faut pas faire entrer la politique dans l'école. Hein, parce qu'ils sont trop jeunes pour ça, il ne faut pas faire entrer la politique dans l'école. » La question, ce n'est pas d'endoctriner les enfants politiquement. La droite le fait très bien. Aucun problème avec ça. La question, c'est de dire que l'école est une question politique. Et qu'elle a sa place à jouer dans justement toute la réflexion sur l'émancipation et toute la réflexion sur la transformation sociale. L'hypothèse que je fais, c'est que la radicalité politique de gauche ou la gauche critique de transformation sociale a tellement, on va dire, de rancœur vis-à-vis de l'école publique, et pour plein de raisons que je peux comprendre, qu'en fait, sa seule manière d'avoir pensé radicalement l'école, c'est la rupture avec l'école républicaine. Mais du coup, c'est la rupture avec l'école publique. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que rompre avec l'école républicaine, parce qu'elle a été coloniale, parce qu'elle a fait plein de conneries, parce qu'elle continue d'en faire, et surtout continuer de la critiquer, il n'y a aucun problème, ça c'est normal. Mais prendre prétexte de ça pour rompre avec l'idéal de l'école publique, ça pose problème. Voilà. Et je pense que là, la radicalité politique, celle de ma famille politique de gauche, hein, commet une erreur majeure en préférant promouvoir des modèles alternatifs hors service public plutôt que repenser un service public de l'émancipation et de la transformation sociale. Merci beaucoup Laurence et merci pour ton livre dont je rappelle le titre École publique et émancipation sociale, c'est aux éditions Agone. Et la gauche pourrait très largement s'en inspirer. C'est un livre vraiment précieux et utile, on y apprend plein de choses. Merci Laurence. Merci.